Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, c'est la première vidéo que je tourne en 2022, puisque comme je vous l'avais dit, l'autre, je l'avais tournée quelques jours avant l'année 2022. Vous remarquerez que je suis un peu malade, donc j'ai le nez bouché. Ça donnerait un petit côté, encore une fois, suave, hein, ma vidéo, même si la dernière fois, il y a des gens qui m'ont écrit sous la vidéo « Non, t'as une voix de canard, c'est pas suave ». Désolé. Désolé les gars de vous imposer ma voix de canard, mais je me suis dit qu'il fallait que je la tourne maintenant, sinon après je vais reporter, j'en ai déjà reporté une dernièrement et j'avoue que c'est un peu relou, donc on va se plonger dans cette histoire. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une histoire italienne et pas n'importe laquelle, parce que les conclusions de cette affaire, je suis pas du tout d'accord avec, mais vous aurez l'occasion de pouvoir en discuter. Je vous mettrai également un sondage comme je le fais pour les affaires un peu bizarres. Petite parenthèse, le jour de la disparition, c'est un samedi. Dans certaines régions en Italie, il y a école le samedi matin, donc soyez pas étonnés. Si là je vous parle de la disparition école le samedi, voilà. Je vous le dis comme ça, vous le savez. À présent, ce que je vous propose, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Tout commence en 2014 à Santa Croce Camerina, une petite commune qui se situe dans le sud de la Sicile. La famille Stival est une famille italienne plutôt classique. David, c'est le père de famille, il a 29 ans et il travaille comme camionneur. Il est amené à se déplacer très souvent dans toute l'Italie, donc dans le cadre de sa profession, et en tout, il ne passe qu'une dizaine de jours par mois chez lui avec sa famille. Sa compagne, Veronica Panarello, elle a 26 ans. Elle est mère au foyer et s'occupe de leurs deux enfants, Loris, âgé de 8 ans, et Diego, âgé de 3 ans. Pour vous parler rapidement de la façon dont ils se sont rencontrés, ça se passe durant leur adolescence. C'est au début des années 2000, et quand David rencontre Veronica, il a un coup de foudre. Ils se fréquentent et Veronica tombe très rapidement enceinte, elle n'a que 17 ans, mais tous les deux veulent garder cet enfant, et ils veulent faire leur vie ensemble. L'une des autres raisons qui a poussé Veronica à vouloir garder son enfant, c'est qu'elle a une sorte d'idéal en tête. Elle veut créer sa propre famille. En fait, elle a un parcours de vie assez particulier, Veronica. À savoir que sa mère a eu 5 enfants de 3 pères différents. Et à l'adolescence, Veronica, elle découvre qu'en fait, elle est le fruit d'une relation adultérine de sa mère. Donc l'homme qu'elle considérait jusque-là comme son père n'était en fait pas son père biologique. Et quand elle est parvenue à retrouver la trace de son père biologique, elle lui a clairement fait comprendre qu'il n'était pas intéressé. Et ça, c'est quelque chose qui a profondément marqué la jeune femme. Elle n'est jamais parvenue à pardonner à sa mère cette infidélité et tout le mal-être que ça a pu occasionner chez elle. Du coup, à partir de l'adolescence, les deux femmes commencent à entretenir des rapports très tendus. Veronica n'entretient pas non plus de très bons rapports avec le reste de ses frères et sœurs. En fait, la famille Panarello, c'est une famille où les membres ne sont pas très soudés. Il n'y a pas beaucoup de solidarité entre eux. Du coup, dès son plus jeune âge, elle cherche à rencontrer un homme pour créer avec lui une famille soudée, un homme qui lui serait loyal et qui resterait toujours à ses côtés. Et cet homme, elle l'a trouvé en la personne de David. David, il vient d'une famille assez soudée. Alors, ses parents, Andrea et Pinuccia, sont séparés depuis plusieurs années, mais malgré ça, il entretient de très bons rapports, que ce soit avec son père, sa mère et le reste de sa famille. Et puis David, c'est un gentil garçon. À Santa Croce Camerina, il est vu comme un bosseur, un bon père de famille, quelqu'un d'honnête. Veronica, elle est également vue comme une bonne mère de famille. Elle est femme au foyer, donc elle s'occupe constamment de ses enfants. Elle a quelques occupations, comme aller à des cours de cuisine, mais elle n'a pas beaucoup d'amis. Vue de l'extérieur, c'est une famille simple et tranquille. À présent, on vient à la journée qui nous intéresse, à savoir le 29 novembre 2014. Il est aux alentours de 12h30 quand Veronica se présente à l'école primaire de son fils Loris pour le récupérer à la fin de la classe. Les enfants sortent de l'école les uns après les autres, mais aucune trace de son fils. Veronica se dirige alors vers la maîtresse et lui demande où est Loris. Et là, la maîtresse lui répond que ce matin, à 8h30, il ne s'est jamais présenté à l'école. Et là, c'est la panique. Veronica fait le tour du bâtiment. Elle vérifie si Loris n'est pas parmi les enfants qui crapahutent devant l'école. Elle interpelle également les mamans pour leur demander si elles n'ont pas vu son fils. Non, Loris a disparu. Les carabiniers sont immédiatement prévenus et ils arrivent sur place peu après 13h.
Là, la première chose qu'ils font, c'est d'interroger Véronica. Elle est là, complètement chamboulée. Elle pleure, elle tient son fils Diego dans ses bras et elle leur explique que le matin même, à 8h30, elle a déposé Loris devant l'école et qu'en revenant à 12h30, il avait disparu et que les maîtresses affirment même qu'il n'est jamais allé à l'école le matin. Au départ, les carabiniers pensent à une fugue. Ils se disent que peut-être que le matin même, quand Véronica a déposé Loris devant l'école, il a attendu de voir que la voiture s'éloigne et ensuite... il est parti, il a fait l'école buissonnière. Ils se disent que peut-être qu'il est en train de jouer quelque part dans la ville, pas très loin. Bon, ils sont pas très inquiets, ils se disent qu'ils vont le retrouver rapidement. Du coup, ils commencent des recherches de terrain. Ils interrogent les commerçants qui se trouvent à proximité de l'école. Ils vérifient également du côté des petites forêts, les bosquets. Ils interrogent les passants. En fait, ils vérifient tous les endroits de la commune où un enfant de 8 ans pourrait se trouver, soit pour jouer, soit pour se cacher. Dans le même temps, un carabinier appelle David, qui se trouve à Vérone pour le travail, donc dans le cadre de son travail de camionneur. Et là, il l'avertit de la disparition de son fils. Et David, il est complètement chamboulé. Il raccroche, il se rend à l'aéroport pour prendre un avion direction la Sicile. Il peut y être en quelques heures. Donc à ce moment-là, toute la ville de Santa Croce Camerina s'est mobilisée pour retrouver le petit Loris. Véronica, quant à elle, est rentrée chez elle avec Diego afin de se reposer parce qu'elle n'est pas très bien. Donc elle a été escortée par des carabiniers, tandis que David est à l'aéroport pour prendre un vol direction la Sicile. À 16h55, soit quelques heures après le commencement des recherches du petit Loris, le centre d'appel des carabiniers de la région reçoit le coup de téléphone d'un certain Orazio Fidone. Orazio Fidone, c'est un chasseur et il explique aux carabiniers qu'il a au téléphone qu'il se trouve en ce moment même à Molino Vecchio, une petite localité qui se situe à 3 km à peine de Santa Croce Camerina, et il lui dit qu'il vient de tomber par hasard sur le corps d'un enfant sans vie et à moitié dénudé dans un vieux canal. Quand les carabiniers arrivent sur place, effectivement, ils reconnaissent le petit garçon. Il est allongé sur le ventre, au fond d'un canal qui n'est pas très profond. Il a le pantalon qui est à moitié baissé et il ne porte pas de slip. À proximité du corps, il y a un collier de serrage, mais c'est pas un élément qui va tout de suite interpeller les enquêteurs et on y reviendra ensuite. Et la seule chose qu'il manque, c'est le cartable du petit Loris. Les heures qui suivent, tout le monde aux quatre coins de la région apprend la triste nouvelle. Le petit corps sans vie qui a été découvert à Molino Vecchio est bien celui de Loris Stival. L'information est relayée sur les réseaux sociaux, sur Facebook entre autres, et c'est d'ailleurs de cette façon que David apprend la mort de son fils en fin d'après-midi lorsqu'il atterrit en Sicile. Alors, je ne peux pas imaginer la souffrance que ça doit être, mais je peux quand même imaginer que c'est quelque chose de très traumatisant d'apprendre la mort de son enfant comme ça. Après, les gens qui ont relayé l'information, c'était pas forcément par malveillance. Enfin, eux-mêmes ne devaient pas se douter que David n'était pas au courant de la mort de son fils. C'est simplement que, comme l'avis de disparition avait circulé sur Facebook, du coup, ensuite, les gens ont répondu quand ils ont su qu'il avait été retrouvé mort. Quelques heures après la découverte du corps, il est transporté à l'hôpital pour son autopsie. Et à première vue, on pense à un crime sexuel. Dès le 1er décembre, le rapport du médecin légiste est remis au parquet. Et d'après lui, il n'y a aucune trace d'agression sexuelle. Donc c'est pas le mobile a priori. Toutefois, il note plusieurs traces de contusion sur l'ensemble du corps, mais compte tenu de l'âge de Loris, 8 ans, c'est pas quelque chose de vraiment frappant, puisque à cet âge-là, les enfants se font facilement mal. Concernant la cause de la mort, il détermine que Loris est mort par strangulation. Il a noté au niveau de la gorge des sortes de traces, ainsi que des petites griffures par là, mais il n'est pas en mesure de préciser avec quoi il a été étranglé. Du côté de l'ADN, il est parvenu à en récupérer sous les ongles, ainsi qu'à différents endroits du corps, mais c'est pas du liquide séminal. Du côté des carabiniers, ils commencent leur travail d'investigation en vérifiant s'il n'y a pas des pédophiles qui seraient répertoriés dans le secteur. A priori, on pensait qu'il s'agissait d'un crime sexuel. On n'a pas retrouvé de traces d'agression sexuelle ni de liquide séminal, mais Loris aurait quand même pu être la cible d'un pervers sexuel qui ne serait pas passé à l'acte. Il vérifie aucune trace de délinquants répertoriés, tout du moins ceux qui sont répertoriés sont rapidement écartés puisqu'ils ont des alibis. Et puis il s'intéresse à Orazio Fidone, vous savez le chasseur qui a retrouvé le corps et qui a ensuite prévenu les carabiniers. Eux veulent être sûrs que ce n'est pas lui qui a tué l'enfant et qui a ensuite contacté les carabiniers afin de se couvrir. Il est interrogé, on vérifie son emploi du temps, l'emploi du temps de ses proches, ses antécédents judiciaires, il n'a absolument rien à voir là-dedans.
Et malgré ça, la rumeur a quand même couru, qu'il avait certainement quelque chose à voir là-dedans. Enfin, l'argument que les gens mettaient en avant, c'était c'est bizarre qu'il l'ait retrouvé aussi rapidement après sa disparition. Il a forcément quelque chose à voir là-dedans. Ils l'ont littéralement saoulé, le pauvre homme. Et c'est quand même assez triste ce que je vais dire, mais je pense qu'il est préférable d'être une femme quand on découvre le corps sans vie d'un enfant à moitié dénudé, malheureusement. Si on est un homme, forcément tout de suite il y a de la suspicion en fait de pédophilie, ce que je peux comprendre puisque la majorité des agresseurs d'enfants sont des hommes. Il y a aussi des femmes, c'est une réalité, mais la majorité sont des hommes. On ne peut pas non plus déconstruire une réalité. Du coup, forcément, il y a des suspicions. Mais là, en l'occurrence, ce pauvre homme, il a juste fait son devoir. Et comme ça arrive très souvent dans les affaires italiennes, en tout cas dans celles que je regarde, c'est très souvent compliqué pour les personnes qui ont appelé la police pour expliquer qu'elles étaient tombées sur un corps sans vie. C'est ensuite très compliqué pour ces personnes de ne pas être impliquées dans une affaire. Et la petite parenthèse, et après j'arrête, ça explique certainement la raison pour laquelle, vous savez, dans l'affaire Melania Rea, l'homme qui a découvert son corps dans la forêt n'a pas voulu donner son identité, il a aussitôt raccroché et il s'est carapaté, parce qu'en fait, je pense qu'il a eu peur pour lui, il a eu peur d'être impliqué dans ça, de voir ses secrets dévoilés par la presse. Bref, les enquêteurs ont vérifié cette piste, comme je vous l'ai dit, ça n'a absolument rien donné. Du coup, ils s'intéressent à la famille, ce qui est totalement normal dans ce type d'enquête. Ils vérifient un peu du côté des parents de Loris. Puis là, ils apprennent que Veronica entretenait quelques petites relations extra-conjugales durant les longues absences de David. Et a priori, beaucoup de monde, si ce n'est tout le monde, était au courant à Santa Croce Camerina. Ils savaient qu'il lui arrivait assez régulièrement de tromper son compagnon. Alors, tromper virtuellement ou tromper physiquement, je vous avoue qu'il y a eu pas mal de débats par rapport à ça dans les quotidiens que j'ai lus et dans les reportages que j'ai regardés, puisque d'un côté, il disait qu'elle avait déjà trompé physiquement David et que tout le monde était au courant à part lui. D'autres disaient qu'en fait, c'était uniquement des relations extra-conjugales virtuelles. Donc, elle entretenait des relations sur Facebook et via des sites et par téléphone. Toujours est-il que à Santa Croce Camerina, elle avait la réputation d'avoir la cuisse un peu légère. Du coup, les enquêteurs vérifient du côté de ses amants potentiels, voir si l'un d'eux n'aurait pas cherché à se venger de Veronica, si, mettons, elle l'avait conduit, il aurait enlevé son fils, l'aurait tué pour se venger. Ça ne donne rien. Le domicile de la famille Stival est perquisitionné, puisque les enquêteurs exploitent toutes les pistes, donc forcément, ils sont dans l'obligation de le faire. Et lors de la perquisition, ils tombent sur un sachet contenant des colliers de serrage. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les colliers de serrage, c'est des câbles en fait qui se resserrent. Comment vous dire ça ? En fait, quand vous le resserrez, ensuite vous pouvez plus le desserrer. C'est assez particulier un collier de serrage. Bon, on l'utilise pour tout un tas de trucs, mais c'est une utilité qui est assez spécifique. Du coup, les enquêteurs demandent à Veronica la raison pour laquelle elle a des colliers de serrage chez elle. Et là, elle leur explique qu'en fait, c'est l'école de Loris qui a demandé à acheter un paquet de colliers de serrage pour des expériences scientifiques qu'ils allaient mener avec les enfants. Les enquêteurs disent OK. À ce stade, tous les téléphones de la famille Stival et de leur entourage sont mis sur écoute. Comme vous le savez, dans de nombreuses affaires, les écoutes environnementales et téléphoniques ont été capitales. Mais les enquêteurs rament un peu, puisque toutes les pistes qu'ils ont explorées n'ont absolument rien donné. Les écoutes téléphoniques ne sont pas non plus très probantes. Ils repassent tous les éléments qu'ils ont en main et ils sentent qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne leur paraît pas clair dans cette affaire, mais ils n'arrivent pas à se l'expliquer. Ce qu'ils font, c'est qu'ils retournent à l'école de Loris pour réinterroger les enseignantes, et c'est là que ça devient très intéressant. Toutes les maîtresses sont unanimes, aucune n'a aperçu Loris devant l'école ou à l'intérieur le matin de sa disparition. Les mamans des autres élèves de l'école sont également interrogées et une seule assure avoir aperçu Loris et son cartable le matin du 29 novembre. Une seule sur toutes les mères qui étaient présentes ce matin-là. Ça, c'est très bizarre. Donc les carabiniers réinterrogent Veronica pour être sûre qu'elle a bien déposé Loris à l'école ce matin-là. Ils veulent être sûrs qu'elle l'a déposé devant l'école et non pas dans une rue à côté, par exemple.
Et là, Véronica leur dit si. D'abord, j'ai déposé Diego à la ludothèque et ensuite, j'ai déposé Loris devant l'école. Véronica, elle est convaincue de ce qu'elle raconte, mais surtout, elle est convaincante. Mais quand même, les carabiniers se disent, la seule façon d'en être sûr, c'est de vérifier les enregistrements de toutes les caméras de surveillance de la ville. Et il s'avère qu'à Santa Croce Camerina, il y a des caméras de surveillance de partout. C'est Big Brother. Le 3 décembre, ils reçoivent les enregistrements pour la journée complète du 29 novembre. À 8h30, on voit effectivement la Polo de Véronica quitter sa place de parking devant sa résidence. Elle se rend ensuite dans une boulangerie. Et le problème, on va dire entre guillemets, c'est que dans la voiture, on ne voit pas très bien qui il y a à cause du reflet sur la vitre. Donc on ne sait pas qui il y a dans la voiture, mais en tout cas, on la voit sortir de sa voiture avec Diego et rentrer à l'intérieur de la boulangerie où elle lui achète une collation. Quelques minutes après, on la voit le déposer à la ludothèque. Et à ce stade-là, on n'aperçoit toujours pas Loris dans la voiture ou par la fenêtre ou en dehors de la voiture. Elle tourne ensuite dans une rue à gauche, ce qui n'est pas son trajet habituel, et ensuite on la perd de vue. Et sur les caméras de l'école primaire de Loris, on ne voit pas sa voiture. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la caméra de l'école primaire ne couvre pas toute la rue. Ce qui signifie que si Véronica est arrivée par un autre itinéraire, elle aurait pu déposer son fils au bout d'une rue, et la caméra ne l'aurait pas eu dans son champ de vision. Mais on y reviendra. À 8h49, on voit sa Polo revenir à sa résidence et rentrer la voiture à l'intérieur du garage, ce qui est assez inhabituel puisque d'ordinaire, elle gare sa Polo devant sa résidence à l'extérieur. On la voit ressortir sa voiture du garage à 9h25 et elle arrive à son cours de cuisine à 9h55, soit 25 minutes de retard. Dès le lendemain, les carabiniers retournent voir Véronica et ils lui expliquent que pour faire avancer l'enquête, ils ont besoin de faire une reconstitution du trajet qu'elle a fait le matin du 29 novembre. Alors en fait, les carabiniers ont une idée bien précise en tête. Dans la mesure où on ne voit pas Véronica emprunter le trajet habituel pour se rendre à l'école, donc dans les enregistrements de caméras surveillance, eux, ils veulent voir ce qu'elle va leur dire durant la reconstitution. Est-ce qu'elle va leur mentir en leur disant qu'elle a emprunté ce trajet ou est-ce qu'elle va dire la vérité, en tout cas dire voilà, j'ai emprunté cet itinéraire qui n'est pas mon itinéraire habituel et j'ai déposé mon fils à tel endroit, l'endroit donc qui n'est pas couvert par la caméra de l'école. Vous me suivez? Bref, tout le monde est en voiture et durant la reconstitution, Véronica ment. Elle leur dit qu'elle a pris l'itinéraire habituel pour se rendre à l'école de son fils. Là, l'un des carabiniers la regarde et lui dit Véronica, vous êtes sûre d'être passée par cette route? Et elle lui répond oui, c'est la route que je prends habituellement. Donc là, pour les enquêteurs, c'est officiel, Véronica leur ment, reste plus qu'à savoir pourquoi. Ils épluchent tous ses faits et gestes du matin du 29 novembre. Donc comme je vous l'ai dit, elle est sortie à 9h25 de son parking. Elle arrive à son cours de cuisine à 9h55. Mais durant ce laps de temps, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Ses relevés téléphoniques indiquent qu'elle a eu brièvement au téléphone David, son compagnon, et quand les carabiniers demandent à David de quoi ils ont parlé, il leur dit écoutez, on n'a pas beaucoup échangé, elle n'avait pas l'air chamboulée ou quoi aux caisses, elle avait simplement l'air fatiguée, donc on s'est échangé quelques paroles et ensuite on a raccroché. Les carabiniers examinent une nouvelle fois les enregistrements de la caméra de surveillance qui se situe devant chez Véronica, donc ils vérifient une nouvelle fois la matinée du 29 novembre. Et cette fois-ci, en faisant très attention, on remarque qu'à 8h30, une petite forme retourne à l'intérieur de l'immeuble d'Estival. C'est assez furtif, c'est pas très clair, mais on dirait bien qu'il s'agit du petit Loris qui retourne chez lui, tandis que Véronica part en voiture déposer Diego à la ludothèque. Conclusion, Véronica n'a jamais emmené son fils à l'école ce matin-là, puisqu'il est retourné à la maison. Ipso facto, Véronica a menti depuis le départ. Le même jour, le médecin légiste apporte un complément à son rapport initial. À présent, il est capable de déterminer que Loris a été étranglé avec un collier de serrage, certainement celui qui a été retrouvé à proximité de son corps. Et ça tombe bien puisque, souvenez-vous, les enquêteurs avaient mis la main sur un paquet de colliers de serrage au domicile de Véronica. Elle leur avait expliqué que c'est l'école qui avait demandé d'en acheter pour une expérience scientifique. Donc les enquêteurs interrogent les institutrices. Et l'école nie avoir demandé aux parents d'acheter des colliers de serrage pour des expériences. Ça reste quand même un objet assez dangereux entre les mains d'un enfant.
Le insegnanti mai e poi mai avrebbero chiesto un oggetto così pericoloso per degli esperimenti scientifici, quindi questo non è successo. Io devo raccontare quello che la scuola fa e quindi con certezza vi dico questo, anche perché poi l'ho chiesto agli insegnanti, non hanno mai chiesto nessuna fascetta per nessun esperimento scientifico, c'erano degli esperimenti in corso ma con l'utilizzo di acqua, carta, quindi materiale assolutamente innocuo. Bon, les enquêteurs sentent qu'ils sont à deux doigts de la vérité, hein. Mais il leur faut autre chose, un dernier élément à charge. Et cet élément leur tombe entre les mains. Ils reçoivent enfin les enregistrements des caméras de surveillance qui entourent la commune de Santa Croce Camerina. Et à 9h27, on aperçoit la Polo de Veronica à 50 mètres de la route qui mène à Molino Vecchio, l'endroit où a été retrouvé le corps de Loris. Elle échappe aux caméras quelques minutes et à 9h36, on aperçoit de nouveau la Polo faire demi-tour en direction de Donna Fugata, là où a lieu son cours de cuisine. Donc là, en calculant le plus précisément possible et en prenant en compte les manœuvres en voiture, les enquêteurs parviennent à déterminer qu'il y a un trou de 6 minutes durant lesquelles on ne sait pas ce qu'elle a fait alors qu'elle se trouvait à Molino Vecchio. Et 6 minutes, c'est largement suffisant pour sortir un petit corps de la voiture et le jeter dans le vieux canal. Petite parenthèse, quand on a retrouvé le corps de Loris dans le canal, on n'a pas retrouvé son cartable, ni à proximité, ni dans les bosquets avoisinants, ni à son domicile, et à ce jour, on ne l'a toujours pas retrouvé. Le 8 décembre, soit près de 10 jours après la découverte du corps de Loris Stival, Veronica est conduite à la gendarmerie pour s'expliquer. Elle maintient sa version. Elle a conduit son fils à l'école, après ça, il a disparu. Quant au collier de serrage, c'est la maîtresse de Loris qui a demandé d'en acheter pour des expériences scientifiques. Après une nuit d'interrogatoire, elle est finalement mise en examen pour homicide et dissimulation de cadavre. Dès l'arrestation de Veronica Panarello, la ville de Santa Croce Camerina est sous le choc. Comme c'est le cas à chaque fois dans ce type d'affaires, les gens n'arrivent pas à comprendre comment cette mère de famille a pu tuer son fils de 8 ans, mais surtout pourquoi. Il y a une vraie émotion autour de cette affaire. D'ailleurs, le 18 décembre, des milliers de personnes se déplacent pour les funérailles du petit garçon, et à ce stade-là, les investigations des enquêteurs n'ont toujours pas permis de cibler un mobile. Certes, elle trompait son conjoint d'après les rumeurs, certes, elle n'avait pas vraiment d'amis dans le coin, donc elle pouvait se sentir isolée, voire marginalisée, mais tous sont unanimes, c'était une très bonne mère de famille. Le 6 janvier 2015, soit un mois après l'arrestation de Veronica, David accepte de lui rendre visite en prison. Après tout, c'est son compagnon, et lui, il veut connaître la vérité une bonne fois pour toutes. Mais Veronica reste sur ses positions, elle est innocente. À partir de là, David prend ses distances. Lui, il avait déjà des doutes sur sa compagne. En fait, il avait commencé à douter d'elle à partir du moment où il avait su par les carabiniers qu'elle leur avait menti sur le déroulé de la matinée du 29 novembre. En l'occurrence, le trajet qu'elle avait fait quand elle avait dit qu'elle avait pris telle route, alors que sur les caméras, c'était complètement faux. Lui, il avait pris ses distances et il était retourné vivre chez sa famille. D'ailleurs, les écoutes environnementales de la famille Stival ont permis de savoir que quelques jours à peine après la découverte du corps de Loris, tout le monde dans la famille pensait que c'était Veronica qui avait tué son fils. Enfin, on les entend dire « Non, mais c'est sûr et certain, c'est elle qui l'a fait, elle se moque de nous, elle joue la comédie. » Déjà, à ce moment-là, la famille Stival avait de gros doutes sur Veronica. Alors, petite parenthèse, parce que j'ai trouvé quand même que cet élément permettait de bien comprendre la personnalité de Veronica. Quelques jours après la découverte du corps de Loris, donc David lui est retourné vivre chez sa famille et Veronica lui passe un coup de téléphone. Donc ça, c'est une écoute téléphonique qui a été enregistrée par les carabiniers. Et elle passe un coup de téléphone à David et elle lui dit « Écoute, je me suis souvenu d'un détail qui maintenant peut avoir toute son importance. Il y a quelques semaines, quand j'ai amené Loris à son cours de taekwondo, on était dans la rue et on est tombé sur 4 Tunisiens qui ont insulté Loris, ils l'ont traité de sale italien et ils nous ont menacés. Et elle lui dit, il y en avait 3 qui étaient grands, 1 qui était petit, mais je pourrais les reconnaître. Déjà, j'en suis sûre, c'est des Tunisiens et si on me les montre, si on monte des Tunisiens, je pourrais les reconnaître. David au téléphone, donc comme vous l'avez compris par rapport aux écoutes environnementales avec sa famille, lui depuis le départ, tout du moins de quelques jours après la découverte du corps de son fils, il avait des doutes sur elle. Donc là, quand elle lui dit ça au téléphone, il l'écoute. Je vais essayer de vous passer cet appel téléphonique que j'ai trouvé très intéressant.
mais je crois que j'aurais pas le droit parce qu'il y a un copyright dessus. Mais bref, il l'écoute, et après il lui dit allez, bonne journée, va te reposer, et il raccroche. Lui, il avait déjà des doutes sur elle. Donc cette histoire de Tunisien là... Bref, les mois qui suivent, l'instruction suit son cours, donc le parquet consolide son dossier. Véronica est incarcérée et David a arrêté de travailler pour pouvoir s'occuper de son plus jeune fils Diego. Il est très épaulé par sa mère Pinuccia et par son père Andrea, qui lui a une nouvelle compagne. Depuis quelques années, il vit avec une autre femme. Et en fait, c'est important de souligner, vous comprendrez ensuite pourquoi, que Andrea, donc le père de David, aidait énormément Véronica lorsque David devait s'absenter pendant plusieurs semaines dans le cadre de son travail. Donc retenez bien cet élément. Andrea, le père de David, était très présent pour Véronica. Il allait, on va dire, assez régulièrement chez elle pour récupérer ses petits-fils et lui donner un coup de main quand elle en avait besoin. Autre point peut-être à souligner, c'est que David a beaucoup été critiqué par la presse lors de l'arrestation de Véronica. En fait, les gens disaient de lui que c'était quelqu'un d'assez mou, de pas très affirmé au niveau de son caractère. Alors, moi, j'ai écouté plusieurs interviews de cet homme. Je pense pas que c'était un problème de caractère, c'est simplement que David a l'air d'être un homme très gentil, qu'il a l'air d'être très bon, mais après, comme pour tout dans la vie, c'est une question de perception. Bref, les mois passent, Véronica reste sur ses positions, comme je vous ai dit, elle est innocente, elle a déposé son fils à l'école, on lui a enlevé, et il va se passer quelque chose de très troublant, on va dire. En août 2015, elle demande au juge, par le biais de son avocat, de pouvoir se rendre sur la tombe de son fils, puisqu'elle n'a pas pu assister aux funérailles, vu qu'elle était incarcérée, donc elle demande de pouvoir aller y déposer quelques fleurs. Le juge accède à sa demande. Un camion se rend donc au cimetière, donc Véronica est menottée, encadrée, normal. Et en fait, avant qu'elle n'arrive, on a déposé un micro à proximité de la tombe de son fils. Il est dissimulé, donc personne ne peut le voir, hormis bien évidemment les enquêteurs, le juge, le parquet. Véronica s'approche de la tombe de son fils, donc elle se met à genoux, elle commence à pleurer, elle est pas bien, elle est chamboulée. Et là, elle dit, alors qu'elle est agenouillée devant la tombe de son fils, « Je découvrirai qui t'a fait ça ». Et là, le parquet et les enquêteurs, ils sont troublés parce que ils se disent « Mais attends, c'est elle qui l'a fait ou c'est pas elle qui l'a fait ?» Dans les affaires criminelles, c'est toujours préférable d'avoir des aveux. Mais là, ils comprennent plus rien en fait, parce que ils avaient des certitudes jusqu'à présent, et Véronica ne sait pas qu'il y a un micro à proximité de la tombe de son fils. Donc ils se disent, mais il y a quelque chose qui va pas en fait dans cette histoire au final. Quelques mois plus tard, soit le 6 novembre, David accepte de nouveau de rendre visite à Véronica en prison. Alors la confrontation est filmée bien évidemment puisqu'il y a des caméras de surveillance à l'intérieur de la prison. Et là, coup de théâtre, Véronica admet enfin qu'elle n'a pas dit toute la vérité. Alors j'aimerais vous passer ce passage que je trouve très intéressant, mais je pense que je vais être bloquée pour une question de copyright. Alors en gros, si je peux vous le passer, il démarre maintenant. Si vous me voyez toujours, c'est que j'ai pas pu le passer, donc je vais vous le faire, comme je le fais parfois dans d'autres vidéos. Donc on est dans une petite salle, on a David et Véronica. Véronica à David. Je l'ai laissé à la maison. David, tu es sûr de ce que tu dis? Véronica, oui. David, t'es au courant que là, tu perds toute crédibilité? Véronica, je sais, mais c'est mieux de dire la vérité. David, bravo, ok. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as laissé à la maison? Véronica, j'ai rentré la voiture à l'intérieur du garage parce que j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de place dehors au départ. Et je voulais également prendre le siège auto pour enfants qu'on avait dans le garage. David, laisse tomber le siège auto et continue. Tu l'as laissé à la maison? Véronica, oui, je te l'ai dit. David, tu l'as laissé à la maison. Véronica, tu peux me laisser parler? David, vas-y, continue. Tu l'as laissé à la maison. Véronica, tu vois, tu commences déjà à t'embrouiller. Ça s'est pas passé comme ça. David, mais bien sûr, ça fait 1 an que tu racontes que tu l'as accompagné à l'école et maintenant tu es en train de me dire que tu l'as laissé à la maison. Bref, tu as déposé le petit à la ludothèque et ensuite tu es rentré. Loris était à la maison ou pas? Véronica, non. David, et il était où? Comment c'est possible que tu ne te sois pas inquiété? Véronica, ça, je n'arrive pas à le comprendre. Je t'ai dit, il y a des choses que je comprends et d'autres que je n'arrive pas à m'expliquer parce que je n'arrive pas à me souvenir. Il y a certaines choses qui se sont transformées, dissociées. Ça, c'est arrivé à ce moment-là, ça, c'était pas ce jour-là, mais la veille. David, mais pourquoi tu as menti? Véronica, je n'ai pas menti, je t'ai expliqué, David. David, alors t'as des problèmes mentaux.
Voilà, donc la conversation dure encore, mais après en gros il lui dit est-ce que c'est vrai que tu as rencontré un psychologue? Et elle lui dit oui, mon avocat m'a fait rencontrer un psychologue, on essaie de travailler sur ça ensemble. Le 17 novembre, suite à ces déclarations filmées par la caméra de surveillance de la prison, Véronica est une nouvelle fois interrogée par le parquet. Et là, elle change encore une fois de version. Souvenez-vous ce qu'elle a dit à David. Elle lui a dit « Loris est retourné à la maison. Moi, je suis partie déposer Diego à la ludothèque. Et en rentrant, Loris avait disparu. Il n'était pas à la maison. » Ok ? Là, quand le parquet la réinterroge le 17, elle leur dit qu'en fait, elle n'a pas amené Loris à l'école. Il a fait quelques caprices, il voulait rester à la maison. Donc il est rentré. Elle a déposé Diego à la ludothèque. Elle a ensuite retourné chez elle. Et Loris serait mort lors d'un tragique accident domestique. D'après elle, voilà ce qu'il se serait passé dans les détails le 29 novembre. Donc le matin, elle descend avec ses 2 enfants pour monter en voiture. Là, Loris fait des caprices, il n'a pas envie d'aller à l'école, parce que des fois, il y a des garçons qui l'embêtent à l'école. Donc voilà, il n'a pas envie d'y aller. Elle accepte qu'il rentre à la maison. Elle se rend à la boulangerie avec Diego, donc elle lui achète une collation, et ensuite elle le dépose à la ludothèque et elle rentre chez elle. Exceptionnellement, ce jour-là, elle rentre sa voiture à l'intérieur du garage. Elle ne la garde pas à l'extérieur comme elle le fait habituellement, puisqu'elle devait récupérer le siège auto enfant et le mettre à l'intérieur de la voiture. Elle rentre dans son appartement, Loris est dans sa chambre, il est en train de jouer tout seul. Elle n'y fait pas trop attention puisqu'elle fait un peu de rangement. Soudain, elle entend son fils gémir, elle se précipite dans sa chambre et c'est là qu'elle voit qu'il est en train de s'étrangler avec un collier de serrage qu'il ne peut pas retirer. Elle se jette sur lui, elle essaie de tirer le collier de serrage, malheureusement ça resserre l'étreinte, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, un collier de serrage. Elle tente de le retirer avec les mains, donc elle gratte au niveau du cou de son fils pour le tirer, mais forcément ça ne marche pas. Elle court un peu partout dans l'appartement, elle récupère une paire de ciseaux, elle retourne dans la chambre, découpe le collier de serrage, mais c'est trop tard, Loris est mort. Elle explique qu'elle est ensuite partie récupérer son téléphone, je crois dans le salon, et elle voyait trouble, elle n'arrivait pas à réfléchir correctement. Elle essayait de taper sur les touches du téléphone, mais comme elle était chamboulée, elle n'y arrivait pas. Elle a reposé le téléphone, et après avoir réfléchi quelques minutes, et sans qu'elle puisse se l'expliquer, eh bien elle a décidé qu'elle allait faire croire que Loris avait été enlevé. Elle descend le corps de Loris dans le garage, elle le met dans sa voiture et elle se rend à Molino Vecchio. Elle glisse le corps par-dessus un muret sans savoir qu'il y a un vieux canal juste derrière et elle se rend à son cours de cuisine. Et cette nouvelle déclaration est très intéressante puisque effectivement elle confirme les constatations du médecin légiste qui avait détecté, souvenez-vous, des sortes de griffures au niveau du cou. Donc effectivement, ça pourrait s'expliquer par Véronica en train d'essayer d'arracher le collier de serrage autour du cou de son fils. Le 3 décembre, le parquet accepte la demande de procédure en accéléré, le fameux rito abbreviato, à condition que Véronica soit soumise à une expertise psychiatrique. Dans la mesure où elle a changé plusieurs fois de version, elle prend également un traitement, donc des médicaments. On veut s'assurer qu'elle est apte à être jugée pour ses actes. Alors, petite information, malgré la dernière version dans laquelle elle explique qu'il s'agit d'un accident, le parquet privilégie la thèse de l'homicide, puisque cette nouvelle version, avec ces nouvelles explications, arrive un peu trop tardivement. Le 20 décembre, un psychiatre mandaté par la cour évalue l'état mental de Véronica et dans son rapport, il indique que Véronica ne souffre d'aucun trouble psychiatrique incompatible avec la tenue d'un procès. En résumé, elle est responsable de ses actes. Le 11 février 2016, Véronica est une nouvelle fois entendue par le parquet et elle change encore une fois sa version des faits. Et cette fois-ci, on assiste au coup de théâtre le plus tonitruant de cette affaire. Véronica assure qu'en fait, c'est son beau-père, Andrea Stival, qui a étranglé son fils Loris parce que quelques jours avant le meurtre, il les aurait aperçus en train d'avoir un rapport sexuel dans la cuisine. En gros, quelques jours avant la mort de Loris, Andrea se serait rendu chez Véronica, avec laquelle il entretenait une liaison depuis quelques temps déjà. Ils auraient eu un rapport sexuel dans la cuisine et là, Loris les aurait surpris. Andrea serait parti et Loris aurait menacé sa mère de tout raconter à son père David. De là, Andrea aurait câblé. Il se serait rendu chez Véronica le 29 novembre au matin et il aurait étranglé Loris. Véronica explique qu'à ce moment-là, elle était complètement paralysée, effrayée et qu'elle n'a pas pu empêcher son beau-père de tuer son fils.
après quoi les deux adultes auraient décidé de se débarrasser du corps de Loris à Molino Vecchio. Quelques mois plus tôt, elle avait déjà tenu ses accusations devant son psychologue, et cette fois-ci, elle les confirme devant le parquet. Le 17 février, Andrea Stival est officiellement enregistrée sur la liste des suspects pour complicité de meurtre. Alors le terme italien est indagato, ce qui signifie qu'une enquête le visant est officiellement ouverte, mais ça ne signifie pas qu'il est mis en examen. Andrea Stival est entendu pendant plus de 5 heures par les enquêteurs et par le parquet 2 semaines plus tard. Et lui, il nie toute implication dans la mort de son petit-fils. D'ailleurs, il nie même avoir eu une liaison avec elle. Il dit « Ah non, mais elle raconte vraiment n'importe quoi. J'ai jamais eu d'intimité avec cette femme et jamais au grand jamais j'aurais tué mon petit-fils. » Et effectivement, les enquêteurs n'ont trouvé aucun élément permettant de prouver qu'il avait une liaison avec Veronica, que ce soit au niveau des SMS, des appels, des emails, absolument rien. Et le matin du 29 novembre, il a un alibi en béton, à savoir qu'il se trouvait avec sa compagne et une voisine qui les a aperçus. Et on ne le voit pas en fait dans les caméras de la rue où se trouve la résidence de Veronica. On ne voit à aucun moment Andrea entrer ou sortir de l'immeuble. Là, le parquet demande une nouvelle expertise de Veronica Panarello parce que clairement, eux pensent qu'ils ont affaire à une mythomane. Le 7 juin, le rapport du psychiatre indique que Veronica présente un trouble de la personnalité, mais qu'elle était capable de comprendre et de vouloir au moment de la mort de Loris. Alors pour info, le terme italien c'est una personalità disarmonica. J'ai cherché dans le tableau des diagnostics médicaux français et le terme disharmonie a priori ne signifie pas du tout la même chose. Donc avec mes petites connaissances et ma petite compréhension du monde médico, psycho, tout ça, je dirais que l'équivalent français serait le trouble de la personnalité limite. Donc pour résumer, elle est apte à être jugée. Le mobile retenu par le ministère public serait que Veronica n'en pouvait plus de son fils, de son caractère, de ses caprices, et dans un moment d'impulsivité, elle l'aurait étranglé avec le collier de serrage. Et toujours d'après le ministère public, le crime était prémédité. D'après lui, elle le savait à l'avance qu'elle allait tuer son fils, d'où l'achat des colliers de serrage bien avant le meurtre, ou le fait qu'elle a rentré son véhicule à l'intérieur du garage. Et concernant les accusations qu'elle a portées à l'encontre de son beau-père, Andrea Stival, d'après une ancienne codétenue de Veronica, là encore si je peux, je vous passe le passage à partir de maintenant. Bon si vous me voyez toujours, c'est que j'ai pas pu le passer. Mais en gros, cette détenue a expliqué que Veronica voulait se venger de David, qui lui avait tourné le dos après son arrestation. Et elle s'était dit quoi de mieux que d'accuser son père pour me venger. Le 3 octobre 2016, donc à l'issue de la procédure en accéléré, Veronica Panarello est reconnue coupable d'homicide volontaire aggravé et de dissimulation de cadavre. Elle est condamnée à 30 ans de réclusion et la préméditation n'a pas été retenue. En outre, elle est condamnée à reverser 350 000 € de dommages et intérêts à son ex-compagnon David, 100 000 € à son ex-beau-père Andrea et 100 000 € à son ex-belle-mère Pinuccia. Et l'autorité parentale pour Diego lui est retirée. Le 5 juillet 2018, la cour d'assises de Catania confirme le verdict et la sentence. Et à l'issue du procès, il se passe une scène assez incroyable. Si je peux, là encore, je vous la passe. Mais en gros, Veronica se tourne vers son beau-père Andrea, enfin vers son ex-beau-père Andrea, et elle lui dit quand je sortirai de prison, je vais me venger, je vais te tuer pour venger mon fils. C'est toi qui as tué mon fils. Sei contento? Lo sai cosa ti dico? Crede a Dio, perché ti trovo morto, perché ti ammazzo con il divano questo! Et le 21 novembre 2019, la Cour suprême de cassation confirme à son tour le verdict et la sentence. À ce jour, Veronica Panarello continue de clamer son innocence. Elle maintient que c'est son beau-père Andrea qui a tué Loris ce matin du 29 novembre 2014. Bon, et bien écoutez, si vous en êtes à la partie mon opinion, c'est que vous avez regardé toute la vidéo, donc j'en suis contente. Je tenais tout d'abord à souligner quand même le travail des enquêteurs. Il a été parfait du début à la fin et j'ai été hyper contente parce que, en fait, ça m'a fait plaisir de voir à quel point ils se sont bien investis dans l'enquête et ils n'ont rien négligé. Et ils ont même fait preuve de beaucoup de courtoisie. Le terme qui me venait en tête quand je les voyais, quand je voyais les reportages et la façon dont ils enquêtaient, c'était l'élégance. Ils étaient très élégants. Ils ne se sont pas épanchés auprès des journalistes. Ils ont eu beaucoup d'égards
vis-à-vis de Véronica dans un premier temps, même s'il la soupçonnait, il continuait à avoir des égards pour elle, pour pas éveiller les soupçons, et puis au cas où, vu qu'il n'était pas sûr en fait de son implication ou non, donc jusqu'au bout ils ont eu beaucoup d'égards pour elle, et ouais franchement j'ai trouvé qu'ils avaient super bien travaillé. D'ailleurs dans tous les reportages que j'ai regardés sur cette affaire, on souligne à chaque fois le travail impeccable qu'ils ont fait. Donc là franchement psahtek. Bon, à présent, mon avis concernant le fond de l'affaire, et je pense que ce sera my unpopular opinion, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui la pensent coupable. Moi, je pense qu'il s'agit effectivement d'un accident domestique. Je ne suis pas du tout convaincue qu'elle a tué son fils volontairement, pour une raison assez simple, je pense. C'est qu'on n'étrangle pas quelqu'un avec un collier de serrage. Ça n'a pas de sens, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. À la limite, on utilise ses mains, un câble... le câble du téléphone, le câble de la télé, mais un collier de serrage, je vois pas trop en fait. Certains ont dit qu'elle avait fait exprès de le tuer avec un collier de serrage pour faire croire ensuite qu'il s'agissait d'un accident domestique, mais en fait leur théorie elle tombe un peu à l'eau, parce que si c'est ce qu'elle avait voulu faire, elle ne se serait pas débarrassée du corps de son enfant. Elle aurait appelé directement les secours, elle aurait dit voilà il vient de s'étrangler par accident, envoyez-moi quelqu'un. Puis je pense que l'histoire en serait restée là. Non, moi je crois qu'effectivement son fils s'est étranglé accidentellement, qu'elle a essayé d'enlever le collier, mais que elle savait pas en fait qu'en tirant sur un collier de serrage, on aggravait le truc. Elle a essayé de l'enlever avec ses doigts, ce qui explique les marques de griffure. Et ensuite, il est mort. Et je pense qu'à partir de là, elle a complètement paniqué, parce qu'elle a dû se dire qu'on allait l'accuser. Et du coup, elle a préféré faire croire à un enlèvement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez le droit de penser totalement l'inverse. Et vous avez l'habitude maintenant, parce que je répète tout le temps la même chose. Vous pensez ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est que vous puissiez vous faire une opinion. Voilà. Mais je trouve que, franchement, c'est une manipulatrice. C'est chaud quand même. Elle doit avoir quelque chose, des pathologies, mais pas au sens psychiatrique, pas une maladie, mais genre manipulatrice, égocentrique, narcissique. Il y a vraiment quelque chose chez elle qui, moi perso, m'a dégoûtée quand je la voyais proférer ces accusations. Déjà, elle accuse son beau-père. Non mais heureusement que son beau-père avait un alibi, parce que sinon il était foutu. Ensuite, elle s'en prend aux Tunisiens. Eux, ils étaient là, ils mangeaient leur petite macarona salsa tranquille. D'un coup, ils se retrouvent au milieu d'une histoire, les pauvres, ils ont rien demandé. Vous vous imaginez si on était allé chercher des Tunisiens? Et bon, elle en aurait reconnu, elle aurait fait semblant d'en reconnaître, mais ceux qui n'avaient pas d'alibi auraient été foutus. C'est pour ceux qui savent pas ce que c'est que les macarona salsa, c'est des pâtes tunisiennes. J'ai même pas de mots pour vous les définir. C'est genre mon plat tunisien préféré. C'est une dinguerie. Bon, moi je les mange par contre quand elles sont pas trop hard, quand elles sont pas piquantes, parce que mon palais a des difficultés avec tout ce qui est piquant. Mais bref, c'est une dinguerie. Pour conclure, je dirais que même si d'après moi, elle est innocente, dans le sens où elle n'a pas tué son fils, elle mérite sa peine pour les accusations qu'elle a ensuite proférées, parce que ces accusations auraient pu être tragiques pour des personnes innocentes. Donc sa peine ne me choque pas. Si elle n'avait pas accusé des gens gratuitement, je serais 2 fois plus révoltée que ça. D'ailleurs, je suis pas du tout révoltée. Mais le fait qu'elle accuse comme ça des gens, j'ai trouvé ça sale en fait. Ça m'a dégoûtée. Je me suis dit, finalement, elle la mérite sa place. Et puis, que vous dire de plus? N'hésitez pas à me mettre vous en barre des commentaires ce que vous en avez pensé. Enfin bref, ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.